c'est pas évident. Donc moi, c'est ça, je vais partager des réflexions qui sont alimentées non seulement par mon métier, le métier de journaliste que j'ai exercé pendant quelques courtes années dans ma jeunesse, par ce que je vois depuis que j'ai l'âge de raison, il y a presque 50 ans, et aussi par tous les voyages que j'ai faits dans le passé, dans l'histoire du Bas-Canada, du Québec. Et on sait que la religion et le phénomène religieux était très présent dans l'histoire québécoise. Donc tout ça va alimenter ce que je vais vous dire. Évidemment, je n'ai pas de réponse précise aux questions que Mme vient d'énumérer. Je vais seulement partager avec vous ce que ça a suscité en moi. Donc, pour moi, je tiens à préciser que les médias sont d'abord des entreprises de presse. Et les médias forment un éventail très varié d'entreprises de presse. Je vais commencer par vous dire ce qui les regroupe tous, à mon sens. Premièrement, donc, leur statut d'entreprise, donc la nécessité d'être rentable. En conséquence, ce sont aussi, et peut-être parfois surtout, des véhicules publicitaires. Il ne faut jamais oublier cet aspect des médias. Donc, ce qui entraîne une proximité frappante entre l'espace publicitaire et l'information. L'espace publicitaire payant ressemble parfois, à s'y méprendre, à un texte informatif. Ça, c'est constant dans la plupart des médias au Québec, que ce soit écrit ou ailleurs. Jamais oublier non plus que la loyauté des entreprises de presse va à leur annonceur et bailleur de fonds en premier. Dans toutes les entreprises de presse, petites et grandes, les questions se posent sur la compétence du personnel qui écrit, c'est-à-dire les journalistes et reporters, les quelques journalistes et reporters, mais beaucoup les chroniqueurs et les analystes. Il faut toujours garder ça en mémoire quand on évalue, quand on regarde l'éventail des médias au Québec. Les questions se posent sur la compétence des gens qui y travaillent. Partout, les directions de l'information jouent un rôle crucial. Qu'elles se réduisent à une seule personne ou à un groupe, ces directions de l'information sont à l'entreprise de presse, ce que le pouvoir exécutif est à une démocratie parlementaire, des dirigeants, les vrais boss, qui agissent dans l'ombre, la direction de l'information. Ce qui m'amène à dire que les entreprises de presse sont rarement ce qu'elles prétendent être, impartiales et totalement ouvertes d'esprit. Dans l'idéal, leur rôle devrait être d'enquêter sur les situations d'injustice et d'iniquité, en tout premier, et leur rôle devrait être ensuite de décrire le monde dans lequel on vit. Mais trop souvent, par contre, la direction impose une idéologie qui colore la réalité, même si on tente de la faire oublier au public. Ça va pour le son, j'ai l'impression d'être très... Vous pensez que Ça va? Ok, parfait. Bref, dans toutes les entreprises de presse, il y a une part d'amateurisme, de voyeurisme, de mesquinerie. Je pèse mes mots. Par contre, elles se distinguent par leur ancrage communautaire, lequel découle de leur taille, de leur assise géographique et de la qualité du personnel salarié. Les mouvements citoyens, et vous en êtes un, trouvent plus facilement d'écho dans les petites et moyennes entreprises de l'information. De par leur nature, ces PME connaissent le milieu dans lequel elles évoluent. C'est plus difficile pour elles de compter des menteries ou d'ignorer une importante réalité parce qu'elles s'adressent à une communauté tricotée plus serrée, dont les membres sont plus aptes à juger de la validité de l'information qui circule. Aussi, ces PME sont plus réceptives à la population à laquelle elles s'adressent. Par population, j'entends la communauté géographique, mais aussi la communauté d'idées ou d'opinions. On peut avoir des opinions et faire du bon journalisme. L'important, c'est que ce soit limpide d'emblée. Les grandes entreprises d'information, par contre, se vantent d'avoir une audience nationale ou à la rigueur régionale. Depuis un siècle, ici au Québec, ces grandes entreprises ont été auréolées d'une réputation de professionnalisme, d'objectivité et de représentativité. Malgré leur ancrage géographique réel, je veux dire, ils sont basés quelque part, Montréal, Québec, Sherbrooke, ailleurs, malgré cet ancrage géographique, elles prétendent refléter les préoccupations d'une communauté élargie et quasiment désincarnée. Elles aiment faire croire qu'elles offrent un portrait fidèle et nuancé de la réalité d'une société garnie de millions d'individus éparpillés dans des centaines de communautés. Voilà pourquoi elles s'acharnent à nous faire croire que les sondages sont le reflet de l'opinion publique. Les sondages
sondage actuellement, c'est ma bête noire. C'est pour ça que j'en profite pour parler de ça. Donc, elle s'acharne à nous faire croire que les sondages sont le reflet de l'opinion publique. Et à répétition, elles font leur manchette de sondage à la méthodologie discutable qu'elles achètent à des firmes en faisant une nouvelle ensuite. Donc, voilà, je mets ça sur la place publique pour vous montrer que ça, c'est représentatif de ce qu'elles veulent faire croire. Chose certaine, ces grandes entreprises sont vues comme un espace tampon entre la classe dirigeante et la masse des citoyens. La classe dirigeante veut croire que les grandes entreprises reflètent l'expression de l'opinion publique. Et comme seul exemple, je vous donne le fait qu'à l'Assemblée nationale, il y a des écrans partout, ouverts constamment, dans les locaux, dans les corridors, qui diffusent en continu de l'information. Des grandes chaînes, des grandes entreprises. Et de l'autre côté, les citoyens veulent croire que les grandes entreprises véhiculent l'information indispensable sur les faits et gestes de ceux et celles qui dirigent leur destinée. Deux malentendus. La réalité, c'est que les grandes entreprises sont en situation de collusion avec la classe dirigeante. Dans ce milieu, il y a beaucoup de copinage. On cultive les relations, les amitiés avec les attachés de presse et bien d'autres. Pour ma part, j'ai l'impression que les grandes entreprises de presse sont plutôt des agences de presse. Le relais servile de l'information du gouvernement et des affaires, et du milieu des affaires. Par exemple, un tout petit exemple, que dire du rôle des grandes entreprises dans la commercialisation des nouvelles technologies? Ça, c'est l'autre de mes bêtes noires. Il y a un battage médiatique démesuré quand un nouveau gadget sort. On a l'impression que ce sont qui font la publicité pour tous ces nouveaux gadgets-là, à pleine page. Donc, les grandes entreprises ont pris une place démesurée dans l'espace public, une place dont elles abusent souvent. Elles ont acquis un énorme pouvoir qui magnifie chaque individu qui y travaille, qui offre à chaque individu qui y travaille le pouvoir de diffuser et d'imposer son opinion. Le pouvoir des grandes entreprises est de mettre au monde, socialement parlant, un individu, un courant de pensée, une situation. Qui décide de ce qui est essentiel en matière de contenu? Est-ce essentiel de relayer les faits et gestes du pape? De relayer les déclarations controversées d'un évêque? Et c'est ici, en plus, qu'entre en jeu le sensationnalisme et la volonté d'offrir des nouvelles qu'on croit vendeuses. C'est un jeu qui se joue à deux, non seulement celui qui relaie la pseudo-nouvelle, mais celui qui la provoque et qui connaît d'avance les ingrédients nécessaires pour faire la manchette. Et c'est ici qu'entre en jeu le rapport de pouvoir. Longtemps, le clergé catholique a été en situation de pouvoir au Québec, en situation de domination, et longtemps, les entreprises de presse ont été à son service. Je pourrais vous en parler hyper longtemps, j'arrête cela. C'était juste une réflexion dont je voulais parler. Et je termine en disant que, bien sûr, je viens de faire un portrait un peu manichéen, un peu grossier de la situation, d'une situation qui est quand même assez embrouillée par ailleurs. Chose certaine, je vous invite à bousculer les conventions, à ne pas accorder votre confiance d'emblée, mais à questionner, à critiquer et à remettre en perspective. Pour assurer, à mon sens, pour assurer une couverture médiatique du fait religieux plus équitable et sans parti pris, il y a une étape qu'il faut faire préalable, c'est ramener le fait religieux à sa juste perspective et à sa juste place. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup d'intouchables, d'indiscutables et d'interdits. Par ailleurs, la religion, c'est tout et n'importe quoi. Alors, avec ce mot, on qualifie toutes sortes de situations, toutes sortes de phénomènes sociaux, individuels, collectifs, de tout bord, de tout côté, et c'est un espèce de fourre-tout. Et c'est là que se trouve, à mon sens, le travail primordial, replacer la foi religieuse dans l'éventail des ressources spirituelles offertes à l'être humain. Sortir la religion de son ancien contexte de conformisme à tout prix, de domination, de violence et de coercition. Ne plus jamais en faire un instrument de pouvoir, ne plus jamais en faire la fondation morale d'un clergé qui se fait l'allié indéfectible de gouvernements, trop souvent despotiques. Voilà, c'était là où j'avais envie de vous amener ce matin, et puis je suis sûre que la discussion va évoluer tantôt. Merci beaucoup de votre écoute.